Votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau le ministre Serigne Mbacké Ndiaye. Il est ancien ministre, président de la Convergence libérale et patriotique et coordonnateur du Rappel. Bonjour et bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour, madame Ndeye Fatou Ndiaye. Bonjour, salut à vous, salut à tous vos téléspectateurs. Oui. Et une pensée pieuse à notre ami et frère Sidi Lamine Niasse, arraché à notre affection il y a de cela pratiquement un an. Oui, nos prières pour ce défunt président, directeur général du groupe Walfadjri. Alors, très rapidement, Serigne Mbacké Ndiaye, vous avez été ancien président du conseil d'administration de la CNCA, ministre conseiller chargé des affaires politiques, ministre conseiller chargé des affaires sportives, de la communication et porte-parole de la présidence de la République sous le magistère du président Wade. Absolument. Présentement, vous êtes le président de la CLP et coordonnateur du Rappel. Est-ce suffisant pour vous introduire? Oui, je crois que si. L'essentiel, c'est que les Sénégalais puissent savoir à qui ils ont affaire. Je pense que c'est le cas. Parce que largement suffisant, parce que de mon point de vue, il n'est pas utile de remonter à un certain nombre d'activités, de fonctions, oui. Puisque peut-être au cours des discussions, nous aurons l'occasion d'en parler. Oui. D'ailleurs, on a fait même un résumé sur votre parcours. À l'occasion du Mawlud, le khalife général des Tidjanes a fortement recommandé à l'État du Sénégal de sévir contre l'homosexualité. Alors, pour rassurer la classe maraboutique, qu'est-ce qui devrait être fait? Oui, moi je pense que par rapport à ce fléau, c'est comme ça que je l'appelle, oui. Le président de la République, le président Macky Sall, a eu devant le président Obama à prendre une position claire et ferme devant tout le monde. Mais il faut dire que l'État a un rôle à jouer dans tous les cas de figure. Les chefs religieux, comme l'a fait également le khalife général des Tidjanes, le vénéré Ababacar Sy. Donc il a Serigne Babacar Sy, pour ne pas dire Serigne Mbaye Sy, maintenant c'est Serigne Babacar Sy. Donc il l'a fait, il l'a rappelé. D'autres hommes également, dans d'autres circonstances le font. Mais il y a également le rôle que les populations ont à jouer, que les familles ont joué par rapport à tout ça. Je pense que la question de fond, de mon point de vue, c'est l'éducation des Sénégalais. Et la cellule de base de l'éducation, nous ne l'ignorons pas, c'est la famille, c'est l'école, et ainsi de suite. C'est finalement l'État qui a la responsabilité de gérer tout et de gérer tout le monde. Donc je pense qu'il faut que chacun joue sa partition. Je vois d'ailleurs beaucoup d'organisations qui s'agitent, d'organisations dites comme Jamra, qui s'agitent, par exemple pour dire que oui, ils ont la liberté, ils ont ceci. Vous savez, comme on a l'habitude de dire, votre liberté, Ndeye Fatou, commence là où s'arrête la mienne. On ne viendra jamais vous trouver dans votre chambre, enfermé dans votre chambre, pour vous dire, Ndeye Fatou, ouvrez la porte, vous êtes en train de dire ou de faire. Donc si quelqu'un se retrouve dans sa chambre ou quelque part dans un lieu privé, c'est entre lui et Dieu. C'est à notre insu. Parce que tous les jours, que ce soit moi, que ce soit d'autres, nous sommes des êtres humains. Nous passons tout le temps à pécher. Mais le péché, c'est entre le bon Dieu et nous. Mais quand maintenant, par notre comportement, par notre attitude, au vu et au su de tout le monde, nous adoptons certains comportements qui sont bannis par toutes les religions révélées, je pense que c'est des actes condamnables qu'il faudrait combattre avec la plus grande fermeté. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, l'homosexualité n'a pas sa place dans notre société, même si c'est aussi vieux que le monde. Comme la prostitution aussi bien que le monde, le plus vieux métier du monde, comme on le dit. Mais le plus vieux métier du monde ne peut jamais être légitime, ne peut jamais être légal dans notre pays. Donc que chacun joue son rôle, et je pense que si nous le faisons, nous parviendrons. Mais dans son rôle régalien, est-ce que l'État est en appoint pour lutter contre ce fléau? Moi je pense que tous les jours, vous voyez par exemple au niveau des tribunaux, des gens qui sont condamnés pour des actes contre nature. L'État ne peut pas aller au-delà de ça. On a des gens, ils sont jugés, ils sont condamnés. Et ces associations qui ont été légitimées par l'État, qui ont eu des récépissés, comme le dit l'ONG mais justement, Jamra. moi j'aimerais bien comprendre, parce que j'ai souvent entendu, par exemple, mon ami Mamatar Gueye de Jamra en parler. Mais je doute fort qu'il y ait une association dans ce pays qui dit je suis là pour défendre l'homosexualité et que cette association soit reconnue par l'État du Sénégal. Ça ne peut pas exister. Par exemple, vous pouvez par exemple voir, ça c'est un exemple, quelqu'un qui crée un parti politique, ou bien qui crée un syndicat, ou bien qui crée une association quelconque. Il a une légalité, il peut profiter de cette légalité-là pour mener d'autres actions qui n'avaient rien à voir avec
les activités pour lesquelles il avait été autorisé à exercer. Mais qu'on nous dise qu'il y a des associations d'homosexuels qui ont été reconnues par le gouvernement. Une quinzaine même. Une quinzaine. Il faudrait qu'on nous dise. Parce que là aussi, j'en appelle quand même à la responsabilité des uns et les autres. On ne peut pas se lever un bon matin, jeter comme ça en pâture des gens. On dit que bon, il y a 15 associations. Alors, il y a peut-être des Sénégalais qui dirigent des associations de droits de l'homme. Ils se sentent visés. Et peut-être ils n'ont rien à voir avec ça. Donc, quand on prend la décision de dénoncer un phénomène, de dénoncer des organisations, de dénoncer des êtres humains, il faut avoir le courage et l'honnêteté de les citer nommément. Est-ce que ce ne sont pas les autorités qui devraient prendre langue avec cette ONG? Ah non, pas du tout. C'est celui qui décide de dénoncer. Parce qu'il dénonce aussi bien l'État du Sénégal que ces organisations-là. C'est à lui de dire il s'agit de telle ou de telle autre organisation. C'est eux qui doivent avoir le courage et l'honnêteté de les citer nommément. Oui. Alors, cette année, le président Macky Sall n'a pas jugé nécessaire de faire le déplacement à Médina Baye lors du Gamou. Cela concourt-il à garantir l'équité dans le traitement des différents foyers religieux? Oui, vous savez, il faudrait qu'on évite de soulever des problèmes là où il n'y en a pas. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce que nous le savons. C'est frustrant. Non. Pour une communauté. Je ne pense pas du tout. Vous savez, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Oui. Depuis que le président, c'est pas parce que je le soutiens que je le dis, mais c'est ce que je constate. Depuis que le président Macky Sall est au pouvoir, il a pris la décision de s'occuper des cités religieuses. Oui. Il a beaucoup investi au niveau des cités religieuses. Il a accordé une importance toute particulière aux cités religieuses et aux chefs religieux. Maintenant, il y a souvent un calendrier international qui prime sur le calendrier national. Ça aussi, il faut l'admettre. Parce que quand même, un président de la République, il doit représenter l'État du Sénégal, la République du Sénégal. Qui vote pour le président, n'est-ce pas? Ce sont les citoyens. Mais bien sûr. Mais justement, les citoyens qui ont voté pour le président, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont dit au président, gère notre pays à l'interne comme à l'externe. S'il y a par exemple une activité quelconque au plan international qui exige la présence du président de la République, je pense que nous, en tant que Sénégalais, c'est à nous d'ailleurs de comprendre, oui, monsieur le président, vous avez l'habitude de venir à nos manifestations. Il se trouve que cette année, cette manifestation coïncide avec une activité au plan international où votre présence est nécessaire, pour ne pas dire indispensable. Mais il appartient à nous, Sénégalais, de comprendre. Et je suis presque sûr, sans en avoir discuté, que le calife général dont vous parlez, la confrérie dont vous parlez, si les responsables rencontrent le président, ils vous tiendront. Nous avons l'impression que peut-être le chef religieux ne comprend pas tel alors qu'il le comprend mieux que nous. Je prends l'exemple du vénéré Serigne Saliou Mbacké. S'il vous était donné l'occasion de discuter avec lui d'agronomie, d'astrologie, mais vous dites, attends, mais celui qui est là en face de moi, c'est un savant. Écoutez Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum. Il vous soulève toutes les questions. Vous avez effectivement l'impression que celui qui est là en face de vous, c'est un savant. Et ils sont nombreux. Écoutez Serigne Moustapha Saliou. Vous avez suivi, il était, je pense, à Dubaï ou quelque chose dans les pays comme ça. On parlait d'urbanisation. Oui. Et il a fait une conférence sur l'exemple de Touba. Donc c'est pour dire que les chefs religieux comprennent souvent les problèmes mieux que nous. Et justement, j'ai l'habitude de dire à la classe politique, au corps politique sénégalais, que l'erreur que nous commettons, c'est de ne pas comprendre que nous avons un peuple qui est souvent, et sur bien des questions, en avance sur le reste de la classe politique. Oui, à cette communauté de juger cet acte posé par le président Macky Sall. Non, il n'y a rien. Vous savez, Ndeye Fatou, nous sommes des hommes de médias. Notre rôle, ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Loin de là. Notre rôle, ce n'est pas d'allumer du feu. Même s'il y avait un feu qui est allumé quelque part, notre rôle, c'est de ramener les choses à leur plus petite proportion, de ramener la paix, de ramener la sérénité. Ne l'oubliez pas, nous avons vécu un génocide dans un pays africain. Et tout est parti d'une radio.
Moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent les médias de manière générale. J'ai vu, par exemple, dans la presse de ce matin, oui, quelqu'un qui s'est attaqué violemment à la presse de notre pays. C'est un avocat. Il donne peut-être son sentiment, mais je pense qu'on ne peut pas partir, on ne doit pas partir d'un cas précis ou de quelques cas précis pour généraliser et dire que nos journalistes sont comme ça, les avocats sont comme ça. Là, je ne pense pas. Je pense qu'il faut les traiter au cas par cas. Je pense très sincèrement que nous avons dans ce pays une presse très responsable. Et je suis bien placé pour le dire. Souvent, il y a eu des situations, nous étions à la présidence de la République, des problèmes qui se posent, des problèmes très sérieux. Mais j'appelle nos amis de la presse. Je leur dis, voilà ce qui s'est passé. La réalité, elle est là. Maintenant, comment vous allez traiter pour éviter de heurter la conscience des Sénégalais. Mais je me rends compte que de manière très responsable, ils rendent compte de ces événements-là, mais je me répète encore, en étant aussi responsable que possible. Donc, encore une fois, nous avons un rôle à jouer, ce rôle justement de travailler à la concorde nationale, et je pense que c'est pas Walfadjri qui va faillir à cette mission. Non, mais pour en revenir au cas de Médina Baye, nous aussi, on est animés par le souci d'une équité dans le traitement des différents foyers religieux. Oui. Mais comme tout le monde d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a une manière de poser un problème qui va amener les gens à dire, mais attends, et pourtant des Fatou a raison. Et peut-être ils ne pensent même pas à ça. Bon, c'est uniquement pour cette raison-là que je le dis, mais je ne pense pas que vous aviez l'intention de créer des problèmes ici ou là. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Non, non. Ça, je vous le reconnais de toute façon. Oui, alors, parlons des accidents de la circulation qui continuent de faire des ravages au Sénégal. Ma question, c'est à qui la faute? Au laxisme des autorités ou bien aux citoyens? À tout le monde. Je vous donne un exemple. Depuis 2 ans ou 3, oui, je m'adresse au ministère de l'Intérieur, donc les ministres qui sont succédés, pour leur dire que, par exemple, à l'occasion des Gamou ou des Magal, oui, il est possible de faire 0 accident. Comment? Prenez l'axe Dakar-Touba, ça vous fait 200 km. Vous avez l'axe Saint-Louis, ça fait à peu près 200 km. Vous avez l'axe Kaolack, ça fait à peu près 200 km. Donc vous avez 600 km. Sur les 600 km, il est possible de mettre sur chaque kilomètre ou chaque 2 km un agent des forces de sécurité, qu'il soit policier, gendarme ou militaire. Si vous le faites, les véhicules vont rouler à moins de 80. Si un véhicule roule à moins de 80, même s'il y a un accident, il n'y aura pas de mort d'homme. Mais on ne peut pas laisser comme ça les véhicules rouler comme ils veulent. Et puis voilà, en cas d'accident, on se met à compter les mains. Donc ça, c'est une responsabilité de l'État. Oui. C'est une responsabilité de l'État de veiller également à ce que les voitures soient dans de bonnes conditions. Avec les visites techniques. Avec les visites et tout ce qui s'ensuit. Mais Ndeye Fatou, quand je vous dis que les cars qu'on appelle super, les derniers datent de 1978-1979. Peut-être que vous n'étiez pas encore là. Non, non. Et on laisse ces véhicules-là non seulement on les conduit dans nos villes et à l'occasion des Gamou et des Magal, mais mieux. Ils sont surchargés même. Surchargés justement. Sur les marchés publics, vous voyez 5, 6 à 7 personnes. Personne ne réagit. Donc ça, je pense, c'est la responsabilité de l'État. Il faut que l'État assume sa part de responsabilité. C'est vrai, l'État fait toujours attention aux syndicats de chauffeurs, de transporteurs, etc. Mais la vie humaine est beaucoup plus importante que ça. Oui. Mais l'autre aspect, c'est nos populations. Vous voyez par exemple un véhicule qui est dans certaines conditions. Mais ne le prenez pas. Mais vous dites, ah, vous le prenez. Ah oui. Un véhicule qui est rempli, vous dites malgré tout, malgré que le véhicule soit rempli, vous faites tout pour vous trouver une place. Au besoin même langue comme on dit. Parce que les véhicules se font rares à l'occasion de ces événements. Justement, mais moi je préfère être en retard ou ne pas y aller que de faire un accident en cours de route. Donc il y a la responsabilité également des populations. Mais aussi il y a la responsabilité des chauffeurs qui est importante. J'ai l'habitude de schématiser en disant les moyens de transport que moi je connais, c'est l'avion, c'est le bateau, c'est le train, c'est la voiture. Mais ceux qui conduisent les avions, les bateaux, et les trains, c'est des gens qui sont capables d'être des ministres. Ouais. Ils ont un niveau intellectuel assez élevé. Par contre, les autres, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais la réalité, elle est là. J'ai par exemple un neveu qui était au Dara de Sénissalu à Khelkom. Ouais. À l'âge de 22 ans, il apprend à conduire un véhicule, il emprunte, il prend les camions qui vont vers Kédougou. Au bout de quelques temps, il trouve un permis de conduire, il descend à Dakar, on lui donne un bus à conduire. Oui. Donc, il y a des responsabilités partagées et il faut que chacun assume. Mais si vraiment on laisse vraiment la situation pourrir comme ça,
mais ça va être... Cela nous ramène donc au niveau d'instruction de nos chauffeurs. Mais absolument. Je me rappelle d'ailleurs, il y a une année où le président Senghor à l'époque disait que pour avoir un permis de conduire, il faudrait avoir le certificat d'études. J'ai eu une expérience, j'ai un chauffeur que j'avais envoyé à IDB avant-hier. Il s'est perdu parce qu'il ne savait pas lire. Je lui dis, mais il y a les panneaux, je me suis rendu compte, mais Thiès, c'est vrai, il ne sait pas lire. Quand il voit Thiès, il ne sait pas que c'est Thiès. Quand il voit Dakar, il ne sait pas que c'est Dakar. Donc, il faut que des efforts soient faits. Oui. On ne leur demande pas d'avoir des diplômes pour faire autre chose, mais au moins, il y a un minimum. Et justement, c'est là où j'attends les syndicats des transporteurs et des chauffeurs. Ils ont un rôle important à jouer à ce niveau-là. Oui. C'est un rôle de formation. Et l'État doit les appuyer. L'État doit les aider à justement réussir à faire cette formation-là au niveau des chauffeurs. Oui, Serigne Mbacké Ndiaye, le député apériste Seydina Fall est mêlé dans une affaire de faux billets. Maintenant, au-delà de son statut de partisan, est-ce que ce n'est pas toute une république qui est éclaboussée? Pas une république, il ne faut pas qu'on exagère aussi. C'est un député. Parce que la responsabilité, d'abord, il faut partir d'un fait. Tout prévenu bénéficie de la présomption d'innocence. Évidemment. Il est accusé. Il rejette les accusations. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fait dans tout ça? Nous n'en savons rien pour le moment. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, même s'il a fauté, une faute, elle est pénale, elle est individuelle. On ne peut pas prendre la faute de quelqu'un, fut-il un député, pour dire que la République, non, ce n'est pas la République. Donc, c'est un Sénégalais comme vous et moi. La preuve, si il a été pris par la police ou par la gendarmerie, il a été arrêté par la gendarmerie. Cela veut dire que c'est une personne qui est accusé d'avoir commis un délit, il appartient à cette personne de répondre de ce délit-là. Mais de là à dire que c'est la République... N'est-ce pas, on dit que dans un sac de pommes de terre, si une est périmée, elle peut entraîner les autres dans... Mais cela ne donne pas aux autres, une responsabilité qu'ils n'ont pas. Est-ce que vous pensez que Moustapha Niasse, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, a une responsabilité dans ce qui s'est passé? Non. Un autre député n'a pas cette responsabilité-là. Donc c'est celui qui commet une faute qui est responsable de la faute qu'il a commise. Et cette personne-là mérite-t-elle le titre d'honorable député? Vous savez, les Sénégalais ont élu quelqu'un, comme dans d'autres pays, sur la base de la confiance. Peut-être, moi, un d'autre, un député, un président de la République, que ce soit. Mais Hitler, quand les Allemands élisaient Hitler comme président de la République, ils ne savaient pas qu'il allait déclencher la guerre mondiale. Il l'a fait. Donc les Sénégalais l'ont élu de bonne foi. Si maintenant, par la pratique, vous vous adonnez à des actes qui ne méritent pas vraiment que les gens aient confiance en toi, il faut en tirer toutes les conséquences. Oui. Mais, effectivement, en l'élisant, les gens ont eu confiance à quelqu'un, à un Sénégalais qui s'est présenté à eux. Vous savez, comme on dit en Wolof, peut-être chacun d'entre nous commet tous les jours un acte connu ou pas qui peut le conduire en prison. Mais comme on dit que nul n'est censé ignorer la loi, tu commets une faute, on t'amène au tribunal, tu dis je ne savais pas, mais je ne savais pas d'où tu gagnes. Mais de toute façon, si une faute est commune, l'important c'est de pouvoir en tirer les leçons. Cette histoire nous ramène la question du choix de nos représentants. Qu'il ne faudrait pas peut-être préconiser l'enquête de moralité avant de choisir. Vous savez, l'enquête de moralité prouve que jusqu'au moment où nous parlons, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça. Vous avez un comportement honorable par rapport à la République, un comportement honorable par rapport aux citoyens sénégalais. Mais l'enquête de moralité ne règle pas ce que vous allez faire après votre élection. Le président Sarkozy aujourd'hui en mise en examen. Et il y a d'autres présidents, d'autres ministres, d'autres députés. Donc l'enquête de morale ne peut pas régler ça. Par contre, même si vous avez dans le passé à commettre des actes délictuels, dès lors que vous êtes élu, conseiller municipal, député, maire, président, c'est à vous de vous dire attention. Moi, dans le passé, je faisais telle autre chose, les gens ne savent peut-être pas. Je pratiquais telle autre chose, les gens ne savent peut-être pas. Mais maintenant que je bénéficie de la confiance des Sénégalais, c'est à moi de faire amende moi-même. Parce que vous savez, le meilleur censeur, c'est sa conscience. C'est de dire, ah, moi je faisais ça. Les gens qui m'ont élu ne savent peut-être pas, mais c'est à moi de faire amende et de ne plus le faire. Mais encore une fois, je ne pense pas que l'enquête de moralité puisse régler ces questions qui vont se passer en aval et pas en amont. L'enquête de moralité règle les questions en amont, mais en aval, malheureusement, il ne peut pas le faire. Au cas où sa culpabilité serait prouvée, que faire du cas Seydina Fall? La culpabilité de... Ah mais cela va de soi.
il est arrêté. Et c'est à l'honneur de notre République, justement. C'est à l'honneur de nos forces de sécurité et de défense. Cela veut dire que tout le monde, tous les hommes sont égaux devant la loi. Il a fait, on l'accuse, on le soupçonne d'avoir commis un délit. Les forces ne se sont pas... Attendez, c'est un député, il ne faut pas l'arrêter. Ils l'ont arrêté. Si au bout de l'enquête, il constate qu'il n'a rien fait, il va être libéré, il va être blanchi. S'il constate qu'il a effectivement fait, mais il est clair que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Oui. Ce week-end, vous venez tantôt d'évoquer le cas de Sarkozy, cela va nous amener en France. Ce week-end, l'État du Sénégal se targue de tenir un conseil interministériel franco-sénégalais. Ainsi doit-on se glorifier d'être toujours dans les basques, si je peux me permettre, des colons. Vous savez, il ne faut pas avoir un complexe ni d'infériorité, ni de supériorité. Dans ce monde où nous sommes, nul ne peut se passer des autres. Nous avons avec les Français, nous avons avec d'autres. Ça me rappelle d'ailleurs un vieux qui nous disait à l'époque, à chacun ses Français et sa française. Parce qu'à l'époque, justement, il y avait le président Senghor, certains l'attaquaient, il y avait Cheikh Anta Diop qui était là, il y avait Majmoud Diop qui était là, et chacun d'entre eux était marié à une Française. Et il nous disait, chacun a ses Français et a sa Française. À sa Française, c'est pour blaguer. Mais quand il dit chacun a ses Français, ça veut dire tout simplement que quand des gens viennent s'attaquer à la France, ou s'attaquent aux Russes, ou s'attaquent aux Américains, mais ils ne vous diront jamais que nous n'allons pas avoir des amis au plan international. Ils ne vous diront jamais que nous n'allons pas avoir une collaboration au niveau international. Et vous avez souvent vu les oppositions sénégalaises, je dis toutes les oppositions, que ce soit du temps de Wade, que ce soit du temps de... Toutes les oppositions, aller en Europe, aller en France par exemple, aller au Palais Bourbon, pour vilipender nos dirigeants. Pourquoi ils le font? Pourquoi ils ne règlent pas nos questions au plan national? Si nous sommes convaincus que nous devons couper le cordon ombilical entre la France et nous, mais réglons nos problèmes entre Sénégalais, ne faisons pas appel aux Français ou aux autres pour la coopération, ne faisons pas appel aux autres si par exemple nous sommes menacés au plan militaire. Vous avez aujourd'hui ce qui se passe au Mali. Il y a l'armée française qui est là-bas. Et j'ai entendu même, c'est une petite parenthèse, des Maliens qui m'arrêtent pour demander le départ des militaires français. Parce qu'il y a eu des enquêtes documentaires qui ont été menées sur la présence des Français au Mali. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Mais c'est pour tout simplement dire que cette coopération, moi, je n'ai pas de complexe, justement, avec cette coopération, soit avec la France, soit avec les autres pays de l'Occident. L'essentiel, c'est de savoir que voilà les intérêts du Sénégal et voilà comment je vais défendre les intérêts du Sénégal. Quel que soit le pays. En quoi la France nous est profitable dans nos rapports? Vous savez, c'est peut-être... on pourrait passer toute une journée à discuter de ces questions-là. Parce que de toute façon, c'est vrai, nous avons été colonisés par la France. Et depuis... On a eu notre indépendance depuis 1960. Depuis 1960, justement. En principe. Non, il n'y a pas de principe, nous avons notre indépendance depuis 1960. Et depuis 1960, le Sénégal se comporte comme devrait se comporter un pays indépendant. Mais la question n'est pas là. La question c'est de savoir est-ce qu'il faut rompre avec les Français ou pas. Il faut rompre avec la coopération française ou pas. S'il faut rompre avec les Français, après avoir rompu avec les Français, il faut aller avec qui? Parce que de toute façon, en tout cas, on opte pour la diversité. On opte pour la diversité. Justement, et c'est là où j'ai tiré mon chapeau au président Wade. Quand il est venu au pouvoir, il a diversifié nos rapports entre le Sénégal et les autres pays. Et ça se poursuit aujourd'hui. Vous avez... là, la France est revenue en force depuis 2012. Oui, la France n'est jamais partie. La France n'est jamais partie, mais il est important de constater aujourd'hui que, aussi bien on a des relations, par exemple, le président Macky Sall rentre de Russie, ce qui est une première. Parce que justement, depuis le départ du pouvoir du président Mamadou Dia, en 1962, parce que, pour le rappeler également à nos téléspectateurs, le conflit entre le président Dia et le président Senghor à l'époque, c'était exacerbé avec le voyage du président Mamadou Dia dans les pays de l'Est. Oui. Et depuis lors, il n'y avait presque plus de relations entre le Sénégal et la Russie. Or,
nous avons beaucoup à tirer de cette coopération. La Russie s'intéresse aux réserves gazières du Sénégal. Il faut Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Nous aussi, nous nous intéressons à la Russie pour développer et défendre nos intérêts. Nous nous intéressons à d'autres pays. Les Turcs sont là. On va enfin, dans tous les pays du monde. Et c'est ça la vie. On ne peut pas, à nous seuls, penser que nous pourrons nous recroqueviller sur nous-mêmes et développer notre pays. Ceux qui vous disent la France dort, je ne sais même pas à quel France dégage. France dégage. Qui va venir après la France? Il faut qu'ils nous le disent. C'est parce que quelque part, certains ont également leurs amis, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Parce qu'il faut qu'on comprenne que le monde est un village planétaire. Ce qui se passe aux États-Unis, ce que vous dites avec les Russes, tout le monde est informé de ça. Même si on ne dit rien, tout le monde est informé. Donc quand on dit France dégage, c'est après pour lui qui vient. Il faut faire venir quelqu'un. Qui? En tout cas, à quoi cela va nous servir de tenir un conseil interministériel entre nos deux gouvernements? Mais c'est extrêmement important, Ndeye Fatou. C'est vous voyez, c'est extrêmement. Je vous donne un exemple. Quand moi je suis ministre de l'Agriculture, j'ai un projet, je donne juste un exemple, j'ai un projet qui s'occupe de l'agriculture, qui nécessite l'intervention par exemple du gouvernement français par le biais de la coopération française. Je fais un courrier que j'envoie. Ça passe par la voie diplomatique et ça atterrit sur la table du ministre, qui étudie également par ses techniciens. Il m'envoie la réponse, ça va me prendre 6 mois, 1 an. Et si nous sommes dans le cadre d'une rencontre entre deux délégations, tout se discute sur la table, tout se décide sur la table et tout s'exécute au lendemain de cette discussion-là. Et c'est ça l'importance. Même si cela nous ramène au concept du partage de l'Afrique. Oui, mais vous savez, arrêtons d'être décomplexés. Non, du tout, loin de là. Si. Arrêtons d'être décomplexés. C'est parce que avec la jeune génération, le partage de l'Afrique, comment ça peut nous ramener à ce mal devant une France qui donne l'impression de veiller au grain. Pardon? La jeune génération se sent mal devant une France qui veille toujours au grain. Mais c'est à nous justement, c'est à nous d'expliquer à la jeune génération dont vous parlez comment les choses se passent. Vous savez, c'est comme un jeune qui est dans sa maison. Quand on lui présente le repas à midi, il dit bon, j'ai besoin de ceci, j'ai pas de beurre dans le pain, j'ai pas de chocolat, j'ai pas ceci ou cela. Alors qu'il ne sait pas comment se débrouiller papa et maman pour lui donner à manger à midi, le matin et le soir. Mais quand il sera grand, quand il sera responsable, il saura. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez souvent que quand nous sommes beaucoup plus jeunes, on est beaucoup plus bouillants, on est beaucoup plus engagés par rapport à certaines choses. À partir d'un certain âge, avec l'expérience, avec le vécu, c'est vrai, vous avez les mêmes principes, les mêmes convictions, mais la forme est obligée de changer, la forme que vous utilisez pour atteindre vos objectifs. Et comment décomplexer nos rapports avec la France si nos dirigeants sont toujours derrière les Français? Mais c'est que nos dirigeants ne sont pas derrière les Français, justement. Comment les dirigeants sont derrière nos Français, les Français? On entendait même des jeunes de l'opposition taxer le président Macky Sall de sous-préfet de la France. Vous savez, ça je l'entends depuis 1960. Donc rien de nous. Et ça ne signifie rien de toute façon. Ça ne signifie rien. Vous savez, c'est tellement facile de se mettre là à critiquer, mais ça ne signifie rien du tout. Heureusement, vous me dites des jeunes de l'opposition. Mais ça n'a aucune signification. Alors, sur la 7TV, le ministre Serigne Mbacké Ndiaye a défendu la thèse des mandats illimités pour le président de la République. Quelle est la motivation d'une telle assertion? Vous savez, vous m'avez souvent entendu parler du mandat unique de 7 ans. Mais dans la réflexion et dans la pratique, on est appelé à évoluer. Je me rends compte aujourd'hui que la limitation d'un mandat n'est pas démocratique. Parce que dans un pays démocratique, le seul décideur, le seul censeur, c'est le peuple. Alors si maintenant on dit à Ndeye Fatou, oui, le peuple a besoin de vous, mais vous n'allez pas vous présenter. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Ça ne repose absolument sur rien. Le seul combat de mon point de vue qui mérite d'être mené, c'est un combat pour avoir la certitude, toute la classe, tout le corps politique sénégalais a la certitude que notre fichier électoral est bon, que le processus électoral est bon, que les résultats sortis de toute élection seront des résultats sincères et transparents, acceptés par tout le monde. Exemple, en 2012, nous avons présenté la candidature du président Wade, admise par le Conseil constitutionnel. Le peuple sénégalais l'a sanctionné.
Donc il faut donner à ce peuple-là la possibilité de sanctionner qui il veut. Mais comme je l'ai dit, la limitation de mandat est antidémocratique. On me cite l'exemple de Goyi en Europe, en ceci, en cela. D'abord, nous n'avons pas les mêmes réalités. Nous n'avons pas les mêmes réalités dans la mesure où, en Afrique, particulièrement au Sénégal, parce que nous parlons du cas du Sénégal, quand quelqu'un est élu, à la fin de son mandat, on juge son bilan par le nombre de kilomètres de routes bitumées, par les forages qui ont été construits, par l'électricité, les villages où il n'y avait pas d'électricité, on en a aujourd'hui, les écoles qui ont été construites, le train de vie, le salaire des travailleurs, ainsi de suite. Vous allez en Europe, quand quelqu'un est élu, il n'est pas jugé sur la base des routes construites ou autre chose. Il est jugé sur la base de ses orientations économiques, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, ainsi de suite. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, même dans ces pays européens, c'est pourquoi il faut qu'on arrête de... Mais en 2012, Maître Wade n'a pas été sanctionné sur la base de son bilan. Oui, mais il a été sanctionné. Élogieux quand même. Je suis tout à fait d'accord. Mais il a été sanctionné. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il appartient au peuple et au peuple seulement de mettre fin au règne de quelqu'un. Alors, si nous restons toujours sur le cas de l'Europe, je l'ai dit, parce que vous parlez de l'interview de l'émission que j'ai faite avec votre consoeur Maïmouna. Maïmouna Ndour, oui. J'ai donné l'exemple de l'Allemagne. Le chancelier allemand, il joue le même rôle que le président de la République au Sénégal. Même si l'appellation diffère. Le premier ministre britannique, il joue le même rôle que le président de la République au Sénégal. Mais ils n'ont pas le même type de régime. C'est pas important, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que le président de la République du Sénégal, il dirige un pays. Il définit une politique qu'il exécute, qu'exécute son gouvernement. Vous allez en Allemagne, le chancelier définit une politique qu'il exécute avec son gouvernement. Vous allez en Grande-Bretagne, le premier ministre définit une politique qu'il exécute avec son gouvernement. Le président de la République en Allemagne ou la reine en Angleterre n'ont que titre honorifique. On me dit, oui, le premier ministre britannique, il est d'abord élu député. C'est vrai, il est d'abord élu député. Après son élection, il est nommé par la reine. Mais ces mandats ne sont pas limités. Pourquoi on voudrait, nous, et il faut vous rappeler également, que l'histoire de la limitation des mandats date de la conférence de Bâle avec François Mitterrand. Donc pour ceux qui, justement, ceux qui disent que les Français ne doivent pas nous dicter leur loi, mais ce sont les Français qui nous ont dicté cette loi-là, de limitation de mandat. Ce sont les Français qui nous l'ont dicté. Donc justement, ils doivent commencer le combat pour se décomplexer par rapport à ça. On ne peut pas l'accepter ici, et le refuser ici, l'accepter ici, parce que peut-être là, vous estimez que ça vous arrête pas, ici, ça vous arrête. Non, moi, encore une fois, je le dis, je le répète. Mais ce sont les Sénégalais qui ont montré une volonté manifeste de vouloir limiter les mandats des présidents. Alors, en atteste le 23 juin 2011. Oui, attends, je suis d'accord que c'est le peuple sénégalais qui a, non seulement, je ne parle même pas du 23 juin, mais le peuple sénégalais a voté un référendum dans lequel il est dit le président a 2 mandats. Ça, c'est les Sénégalais qui l'ont voté. Je respecte cette décision du peuple sénégalais. Mais respecter cette décision du peuple sénégalais ne signifie pas donner mon point de vue par rapport à cette question et me battre également pour que le peuple sénégalais se dise un jour, et pourtant il a raison, il faudrait enlever cette limitation de mandat et puis soyez candidat 1000 fois si vous voulez. Si le peuple ne veut pas que tu passes, tu ne passeras pas. Je pense que c'est ça l'essentiel pour moi. Ce ne sera pas un recul démocratique? Pas, au contraire. Le recul, c'est la limitation. En quoi? En quoi? Parce que on vous dit à vous, Ndeye Fatou, vous avez fait un premier mandat, les Sénégalais sont satisfaits. Vous avez fait un deuxième mandat, les Sénégalais sont satisfaits. Les Sénégalais, vous n'avez pas le droit. Parce que là, c'est le texte. Vous n'avez pas le droit de solliciter encore le suffrage des Sénégalais, même si les Sénégalais veulent continuer avec vous. C'est ça qui est antidémocratique. Mais ce qui est démocratique, c'est de laisser qui il veut être candidat. Et les Sénégalais diront, mais monsieur, vous avez fait un mandat d'Oïna, vous avez fait 2 mandats d'Oïna, ou bien on ne vous donne même pas un mandat. C'est ça qui est démocratique. Et l'usure du pouvoir? Mais ce n'est pas à moi de décider ou de constater qu'il y a l'usure du pouvoir. Encore une fois, renvoyons le pouvoir au peuple. Il appartiendra au peuple sénégalais de dire, oui, celui-là, il use ou il abuse du pouvoir, il faut l'enlever. Et après ce moment, le peuple sénégalais l'enlève. C'est pourquoi je dis, je répète, le combat à mener, c'est de faire en sorte que toute élection se déroule dans notre pays de la manière la plus démocratique qui soit. Et au lendemain de l'élection, le vaincu donne
appelle le vainqueur pour le féliciter, on se donne la main et la vie continue. C'est ça qui est la démocratie. Oui, et continuons avec les élections locales qui sont décalées jusqu'au mois de mars 2021. Dans cette logique, va-t-on vers un chamboulement total du calendrier républicain? On ne sait pas, mais moi personnellement, je pense que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des mandats de 5 ans. Parce qu'il faut le rappeler, au Sénégal, de 1960 à 1993, nous avions des mandats de 5 ans. C'est après les élections de 88, il y a eu beaucoup de problèmes, des élections mouvementées, avec beaucoup d'incidents, qu'il y a eu la commission cellulaire auprès du président Kéba Mbaye, que justement nous avons discuté pour arriver à la limitation des mandats. Justement, la limitation des mandats date de 1992. Avec le code consensuel. Voilà. Et quand ils ont dit maintenant limitation des mandats, on a dit, bon, puisqu'on fait une limitation des mandats, il faut maintenant faire un septennat. La fin du septennat date donc de 1992. Mais on n'avait que des quinquennats. Maintenant que nous sommes revenus à des quinquennats, député 5 ans, maire 5 ans, président 5 ans, je pense qu'il faudrait, on sommes en train d'en discuter, en tout cas, je pense que nous sommes en train, comme je l'ai dit tantôt, d'en discuter au niveau du dialogue, on va pouvoir s'organiser et avoir 2 élections. Je pense que c'est une très bonne chose. 2 élections en 5 ans. Et moi, je serais pour, parce qu'on l'a vécu dans le passé. Et ça aussi, les gens oublient que dans le passé, on avait toutes les élections le même jour. Je me rappelle en 83, en 78 d'abord, en 83, en 88, on avait l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections municipales et rurales organisées le même jour. C'est vrai, on va me dire qu'à l'époque, on n'avait que 3 ou 4 partis. Maintenant, on a plusieurs partis, mais avec le parrainage... Et puis la population n'était pas estimée à... Oui, c'est vrai, c'est vrai. La population a beaucoup augmenté. Mais l'un dans l'autre, moi je pense qu'il serait possible, c'est mon sentiment en tout cas, d'organiser le même jour des législatives et des locales, et la présidentielle un autre jour. Ce qui nous donne 2 élections en 5 ans. Et puis ceux qui sont élus vont travailler, les autres vont également travailler, ceux qui sont à l'opposition vont également travailler. Mais on ne peut pas vivre de manière permanente, élection, mandat, et pendant 5 ans, je pense que ça c'est... Si je vous suis bien, donc vous allez proposer éventuellement que l'on couple les élections locales avec les législatives de 2022. Ah, écoutez, là, c'est moi, celui qui vous parle là, c'est pas le pôle de la majorité. Je donne, moi, mon point de vue, moi, d'abord en tant que Sénégalais, en tant que citoyen, en tant que leader d'un parti politique et d'une coalition de partis. Mais ce n'est pas la position de la majorité présidentielle dont le pôle siège donc avec nous au niveau de la commission. N'empêche, vous proposez un couplage des élections locales avec les législatives. Absolument, moi c'est mon sentiment. En 2022. Il faut coupler, quelle que soit l'année, 2022, 2023, 2021, il n'y a pas de problème à mon niveau. Parce que le mandat des députés se termine en 2022. Mais rien n'empêche de le rapprocher, comme rien n'empêche de reculer le mandat des maires. S'il y a la volonté politique, il est toujours possible. C'est vrai que nous allons buter à une difficulté énorme, parce que dans la Constitution aujourd'hui, le président n'a plus le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Comme l'Assemblée n'a plus le pouvoir de voter une motion de censure contre le gouvernement. Si tel était le cas, mais le président aurait pu prendre une décision de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections en même temps que les élections locales. Mais de toute façon, de mon point de vue, il faudrait arriver à avoir le même jour les élections locales et les élections législatives, et puis un autre jour l'élection présidentielle. Pourquoi certains membres de l'opposition fustigent le report des locales? S'il y a eu un consensus au niveau Je ne vois pas un seul membre de l'opposition qui fustige le report des locales. Par contre, quand le ministre de l'Intérieur a fait un amendement, un additif, je ne sais pas comment je vais l'appeler, pour préciser que les élections vont se dérouler au plus tard le 28 juin 2021, c'est vrai, j'ai vu toute l'opposition s'est levée pour dire qu'il aurait fallu nous consulter. Mais, je le redis et je le maintiens, c'est nous qui avons commis une erreur. L'erreur que nous avons commise, c'est qu'en reportant les élections territoriales, au local, selon l'expression que vous voulez utiliser, en les reportant, nous aurions pu et nous aurions dû, comme l'avait demandé la société civile, proposer une date. Si nous l'avions fait, le ministre de l'Intérieur n'aurait pas proposé, parce que lui également, il ne peut pas aller à l'Assemblée nationale pour le dire, on renvoie Sididji. On ne renvoie pas des élections Sididji. On renvoie des élections en proposant une autre date. Nous ne l'avons pas fait, c'est notre responsabilité, il faut qu'on l'accepte.
puisque lui, en tant que représentant de l'État, il ne peut pas commettre les mêmes erreurs que nous, il a proposé justement, heureusement d'ailleurs, j'ai bien salué la formule de au plus tard, le 21 mars 2000. Ce qui présage une longue période d'attente. Ce qui présage également une période très courte. Parce qu'il dit au plus tard. Il n'a pas dit au plus tôt. Il a dit au plus tard. Ça veut dire que si dans 2 mois, nous terminons nos concertations, mais nous pouvons dire nous avons fini, Monsieur le Président, il faut convoquer le collège électoral. Je pense que c'est une bonne chose que de laisser une ouverture comme ça, en disant au plus tard, mars 2021, pour nous permettre, dès que nous serons prêts, de dire maintenant on organise les élections. Oui. En attendant ces élections locales, sur la scène politique, on voit une certaine recomposition, surtout au niveau de l'opposition, avec différents pôles qui émergent, à savoir le Congrès de la Renaissance démocratique, le pôle dirigé par l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, mais aussi le pôle du FNR, le Front National de Résistance. Ouais, c'est là-bas où il y a une confusion, dans le front là. Parce que dans le front, il y a tout le monde, et puis chacun a son petit groupe à côté. Oui. Alors, mais moi je pense que cette recomposition, elle est importante pour la démocratie et pour l'avenir de notre pays. Nous avons ici le camp du président de la République, c'est clair, qui est autour du président Macky Sall, la grande majorité élargie comme on l'appelle. Nous avons un autre pôle dirigé par Idrissa Seck, qui était des candidats, qui est avec même d'autres candidats. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il était candidat. Le président Pape Diop, qui était également candidat, Madi Kenya, qui était candidat, Issa Sall, qui était candidat, Malick Gakou, qui était candidat recalé, Agibou Soumaré, candidat recalé, et Khalifa Sall, parce que moi, Khalifa, je le mets dans ce camp, de 7. Alors, c'est un camp... Il ne s'est pas encore affiché avec... Oui, mais moi, dans mon analyse, je mets Khalifa dans ce camp. Et l'avenir me dira si j'avais raison ou si je n'avais pas raison. Mais je situe Khalifa dans ce camp. Et ce que j'ai apprécié, je le dois dire honnêtement avec ce camp-là, c'est qu'ils mettent une opposition très responsable et très républicaine. Et je pense que c'est des gens qui ont compris que c'est de cette manière seulement qu'ils pourront rassurer les Sénégalais et éventuellement prendre le pouvoir demain. Ma conviction, moi, est que si le président Wade n'avait pas intégré le gouvernement de Diouf à 2 ou 3 reprises, jamais il ne prendrait le pouvoir en 2002. C'est important de savoir comment se passent les choses à l'intérieur. C'est important de rassurer les Sénégalais et c'est important de rassurer les partenaires au développement du Sénégal. Donc ça, c'est le deuxième camp. Il y a un autre camp composé de ce que j'appelle des nihilistes. Qui n'ont ni programme, ni projet de société, mais qui ne sont unis que par un fait. Nous sommes contre tout ce que fait le président Macky Sall et ils ne proposent rien à leur place. Et c'est lequel parmi... C'est Abdoul Mbaye, c'est Thierno Alassane Sall et c'est Mamadou Lamine Diallo. Vous ne les avez jamais vus depuis qu'ils ont quitté le pouvoir. Et c'est ça qui me gêne d'ailleurs. On ne peut pas être dans un pouvoir. Tout ce que fait le président, c'est bon, et on est d'accord, on le soutient. Vous regardez encore les positions que défendent ces responsables que tu viens de citer. Par exemple, sur la question du pétrole. Mais pour le cas de Thierno Alassane Sall, il a osé dire non quand il le fallait. Et quand il était dans le système. Le débat peut-être ne suit pas tellement à ce niveau-là, parce que même sur cette question-là, lui, il vous dit j'ai démissionné, le président vous dit il n'a pas démissionné, il a été renvoyé. C'est sa ligne que je reconnais et je respecte son point de vue. Qui tire sur tout ce qui bouge et qui va en raid solitaire. Personne n'est avec lui, il est avec personne. Mais au moins lui, il a l'avantage d'être clair dans ce qu'il fait et il a des cibles qu'il a identifiées. Qu'est-ce que ça va donner à terme? Je ne sais pas, je donne ma langue au chat. Mais au moins c'est ça, il est clair dans ce qu'il est en train de faire. Oui. Il tire sur tout, il a une cible qu'il a bien identifiée. Et le PDS justement, j'allais en vous dire, j'ai dit, il y a le cas PDS. Parce que le PDS, avant le 27 septembre, c'était l'opposant pur et dur radical. Mais depuis le 27 septembre, c'est un autre PDS. Position également que je respecte, parce que j'ai toujours œuvré pour que le PDS en arrive à cette situation-là. Le PDS ne peut pas, après avoir
gouverne le pays pendant 12 ans, après avoir passé le flambeau à un militant du PDS, un militant du camp libéral, qui se trouve être le président Macky Sall, le PDS ne peut pas continuer à avoir une position radicale extrémiste par rapport à celui-là pour tout ce qu'ils ont partagé. Donc il est heureux de constater aujourd'hui que le PDS, je ne sais pas quelle va être sa position d'avenir, mais pour le moment, le PDS a une position qu'il est difficile de définir. Mais j'ai parlé du 27 mars, mais vous avez vu, attends, je ça, même pour l'élection présidentielle, le PDS a pris une position favorable au président Macky Sall. Le PDS, voilà, j'en arrivais à cette question, souffle le chaud et le froid dans ses rapports avec le pouvoir. Vous savez, Abdoulaye Wade nous a toujours dit que je suis un homme nuancé. Il faut le comprendre ici. C'est un homme nuancé, qu'il a des objectifs. Et l'objectif le plus important aujourd'hui, c'est la réhabilitation de Karim. Il se bat nuit toujours pour ça, ce n'est pas un secret. Et je pense que Karim réhabilité, son premier combat, lui, Karim, c'est pas de se jeter dans l'arène politique, c'est mon sentiment. Parce que Karim évolue dans des institutions financières internationales, mais le fait de ne pas être réhabilité lui pose problème. Mais si aujourd'hui Karim est réhabilité, il a la possibilité d'exercer dans ces institutions dont j'ai parlé. Et je pense que la priorité pour lui, c'est ça. Donc, je ne dis pas... Vous niez ses ambitions politiques. C'est pourquoi ce que j'ai en train de dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Je ne dis pas... Il prépare l'assaut pour 2024. Je ne dis pas que Karim ne viendra pas faire la politique. Je ne peux pas l'affirmer. Mais je sais que sa priorité, après sa réhabilitation, c'est d'intégrer les institutions internationales, c'est de positionner, parce qu'il est déjà dans ces institutions internationales. Le plus important pour Karim et pour le président Abdoulaye Wade, c'est cette réhabilitation qui va lui permettre justement de travailler dans ces institutions-là. Là, je ne vous suis pas bien. Karim Wade prétend être le candidat du PDS en 2024, parce que c'est le slogan qui est utilisé par ses partisans un peu partout, même dans les réseaux sociaux. Si vous me dites que ce Karim Wade va être réhabilité pour exercer ses fonctions dans les institutions internationales, là c'est un peu flou. Mais ceux qui vous disent aujourd'hui qu'il le prépare pour 2024, il vous avait dit qu'il le préparait pour 2019 ? Oui. Est-ce que tu l'as vu ? Non. Voilà. Donc c'est l'histoire qui va se répéter. Je ne peux pas être aussi affirmatif que ça au stade actuel. Mais je dis, je le maintiens, sa priorité, c'est d'être réhabilité pour exercer au niveau des institutions financières internationales. Maintenant, qu'est-ce qui va venir après ça? C'est de notre débat. Mais sa priorité, c'est ça. Ça, j'en suis convaincu. Ah oui. Ouais, mais c'est ce même Karim Wade, aperçu par notre confrère Thierno Talla au Rwanda. Peut-être, est-ce qu'il n'a pas joué les bons offices pour que le Qatar octroie à Kagame et à tous les citoyens rwandais la possibilité de se rendre au Qatar sans visa? Est-ce qu'il n'a pas été un facilitateur? Tu sais, moi, je ne suis pas celle non. Non. Là, c'est la géopolitique. Oui, et comme je veux toujours parler de choses que je connais, que je maîtrise, bon, il m'est difficile de m'aventurer sur ce terrain trop glissant. Qu'est-ce qu'il faisait au Rwanda? Est-ce qu'il était au Rwanda? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas s'il y était? Je n'en sais rien du tout. Et peut-être c'est même pas ce Karim qui m'intéresse moi. Ce Karim qui m'intéresse, c'est mon Karim national. Il y a une différence entre... Mais bien sûr, quand il est là-bas dans ses affaires, quand il est là-bas en venant sa vie privée par exemple, ça c'est autre chose. Mais quand on parle de la chose publique, Karim dans la vie publique, oui, lui il m'intéresse. Quand on parle même de Karim en tant que membre d'une famille, ça m'intéresse. Parce que de toute façon, nous avons quelque part des liens. Donc ce Karim-là, mais j'ai aperçu Karim au Rwanda, qu'est-ce qu'il faisait là-bas, franchement. En tout cas, quelques semaines après, on a vu le Qatar permettre aux Rwandais de se rendre là-bas sans visa. C'est un signal qui a été envoyé au président Macky Sall dans ses rapprochements avec le Qatar. Vous savez, l'homme de la rue... Parce que Karim, quand on l'entend ou bien quand on le suit bien, on a l'impression qu'il va... il a une épée de Damoclès sur la tête du président Macky Sall. Vous savez... En le suivant, avec surtout la ténacité avec laquelle il est en train de mener son combat. Vous savez, l'homme de la rue a toujours des préoccupations ou des inquiétudes qui n'ont rien à voir avec ce que pense l'homme d'État qui est au cœur de ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Souvent, celui qui dirige, celui qui est président de la République, ou même ceux qui sont dans son entourage, ceux qui sont informés de ce qui se passe,
Quelquefois, tu vois des comportements ou des réactions, des coupures de journaux, des déclarations, ça te fait parce que ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, je ne pense pas que, quelle que soit la situation, que le président Macky Sall puisse être inquiété par la présence de Karim au Rwanda ou ailleurs. De toute façon, écoutez, Karim est un citoyen du monde. Il aurait pu se retrouver aujourd'hui en France. Il aurait pu aller aux États-Unis. C'est tout ce que je lui souhaite d'ailleurs. Il est jeune, c'est un cadre compétent, qui a des compétences à vendre à travers le monde. Mais je pense qu'il faut qu'il le fasse et qu'il le fasse même au Sénégal. Oui. Pourquoi pas? À propos, après les grandes retrouvailles entre Wade et Macky, c'est le branle-bas depuis un certain temps. Est-ce à dire que les démons de la division reviennent à la charge? Au niveau du PDS, vous voulez dire? Non, dans le PDS, mais aussi au niveau de l'APR ou bien dans le camp présidentiel. Bon, moi je ne vois pas. Vous savez, moi ce qui m'intéresse dans cette affaire, et je l'ai toujours dit et répété, vous êtes témoin depuis 2012, j'ai mené ce combat qui m'a valu des insultes, tout ce que tu veux, c'est le cas de mes soucis, parce que moi je suis un homme de conviction. La première chose qu'il fallait réussir, c'est que le président Wade et le président Macky Sall puissent se retrouver. Ça a été fait. Et j'ai toujours dit, je l'ai dit sur ce plateau-là, que j'invite le président Macky Sall à continuer à avoir le comportement d'un fils. Le fils n'a que des devoirs vis-à-vis de son père. Mais le père a tous les droits vis-à-vis de son fils. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés, machallah, grâce à la volonté de Serigne Mountakha Bassirou. C'est pourquoi je dis que ceux qui ne comprendront pas que le 27 septembre est un nouveau départ pour le Sénégal, ils passeront à côté. Le 27 septembre, c'est un nouveau départ, c'est un Sénégal nouveau. Je n'ose pas dire un Sénégal Serigne Mountakha, mais en tout cas, c'est un Sénégal nouveau. Quand vous apercevez Serigne Mountakha Bassirou, la première chose que vous voyez, c'est son sourire. Il est tout à fait normal, sous son magistère, que le Sénégal revienne vraiment pour être un pays de paix. Parce qu'avant le 27 septembre, il faut le dire, la tension était vive dans le pays. Et quand j'entendais des hommes politiques dire pourquoi dialoguer, pourquoi discuter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tension dans ce pays, je dis ils n'ont rien compris ou ils font semblant de ne rien comprendre. Aujourd'hui qu'on vit dans un autre Sénégal, je pense qu'il faut accompagner cette dynamique de paix et ce sera bénéfique pour tout le pays. Avec le président Wade, est-ce que le ministre Serigne Mbacké Ndiaye a toujours le contact? Non, franchement non. Pourquoi? Je connais mon père. Vous savez, Wade, dans certaines situations, il sait de toute façon les sentiments que j'ai pour lui, lui également, parce que souvent on me rapporte un certain nombre de choses. Lui également, il sait ce que je pense de lui. Et encore, justement, une parenthèse, vous nous êtes jamais demandé pourquoi moi j'avais quitté le PDS. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ce Omar Sarr là qui m'a fait quitter le PDS. Comment? Alors, vous savez, Omar Sarr et ses amis sont frustrés parce que Wade a fait un remaniement, il a créé un secrétaire national sans eux. Mais il y a de cela quelques années, j'oublie l'année, il fallait recréer le secrétaire, il fallait faire un remaniement. C'est Omar Sarr lui-même qui a fait une proposition de 60 membres du secrétaire national. Et il m'a exclu de cette liste. Moi, je ne fais pas de problème autour de ça. Comme j'ai dit aux gens, maintenant, Messi, équipe boum de Bdairam. J'ai dit non, je ne fais pas de problème pour ça. Je prends mes clics et mes claques, je crée mon parti avec mes amis. Parce que pour moi, le parti politique, c'est quoi? Partout où tu es, c'est ma conviction, tu vas avec tes convictions. Tu vas avec ton combat politique. Le cadre te permet tout simplement de t'exprimer. Nous sommes partis, nous avons créé notre cadre et nous sommes restés de bons amis. Omar Sarr, Amadou Sall, je les salue au passage. Tous les autres là, on est restés de bons amis. Mais donc, où ils acceptent. Donc, ils ont eu leur tour chez le coiffeur. Comme disait Aliou Sow, je pense qu'il le disait, c'est les arroseurs qui ont été arrosés. Donc, aujourd'hui, où ils acceptent le sort qui leur est réservé. Et je pense d'ailleurs que, Ndeye Fatou,